Big Data, no best way. Christophe Benavent, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de marketing à l'université Paris-Ouest Nanterre-La Défense et vous êtes directeur de l'école doctorale Économie, Organisation, Société de l'université Paris-Ouest Nanterre, co-accréditée avec l'école des mines. C'est ça. Exactement. Vous êtes l'auteur dans le Libellio, qui est une revue académique en open access, dans le numéro d'hiver 2014, de 7 articles. Big Data, no best way. Qu'est-ce que c'est le Big Data ? Big Data, deux choses. Bon, au sens strict, on va dire, c'est une évolution d'un certain nombre de techniques en matière de gestion de bases de données et qui permet d'aller bien au-delà du bon vieux modèle des bases de données relationnelles en termes de volume, en termes de variété, en termes de vélocité. Et qui a une propriété scalable, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a plus d'échelle optimale pour ces bases de données. Donc, ces techniques ont été développées chez les GAFA, on va dire au début des années 2000. Et, donc GAFA, c'est Google, Facebook, Amazon, les trois principalement, pour des besoins propres, qu'on comprend assez bien. Et qui, depuis 3 ans, si je ne me trompe pas, sont diffusés au travers d'un logiciel, enfin une solution qui s'appelle Hadoop et qui est en open source. Ça, c'est le point de vue strict. Maintenant, depuis à peu près 3-4 ans, c'est un des sujets chauds du monde du business. Des milliers de conférences sont organisées et qui s'adressent à un phénomène beaucoup plus large, c'est-à-dire la capacité aujourd'hui des organisations à capturer, à capter des flux de données qui sont extrêmement importants et à les exploiter à des fins extrêmement diverses, mais dans des délais extrêmement courts, c'est-à-dire de l'ordre de la fraction de seconde. Voilà. D'accord. Alors, une des idées fortes par laquelle vous débutez votre texte, c'est cette idée qu'au fond, il n'y a pas de valeur des données, il n'y a pas de valeur en soi des données. Oui, alors là, la question récurrente, un certain nombre de métaphores l'illustrent. On a la métaphore minière avec la pépite qu'on irait chercher dans des masses de données, cette idée que dans des volumes considérables, on pourrait trouver des corrélations un petit peu magiques qui permettraient de connaître mieux, par exemple, sa clientèle. Je suis un spécialiste de marketing, donc je serais plus orienté là-dessus, mais ça peut être aussi dans le domaine de la production, et donc améliorer des processus et mettre en œuvre des stratégies. Bon. Il y a une deuxième métaphore qui est souvent utilisée, c'est celle effectivement du pétrole. L'idée que la donnée ou les données seraient la ressource du 21e siècle. Bon, dans les deux cas, les idées sont assez impropres. Il n'y a pas réellement de valeur dans les données. D'abord parce que la plupart des données sont extrêmement périssables. Elles ont une valeur pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et surtout, par le fait que la valeur vient de la capacité à associer des données à d'autres données ou à d'autres éléments. Et là, je pense qu'il y a une idée qui est assez importante, c'est de bien distinguer une valeur qu'on pourrait qualifier de connaissance. La donnée va être intéressante qu'on peut l'introduire dans un modèle. Je suis un spécialiste de marketing. Si je peux observer les décisions d'achat des consommateurs, de l'autre côté, observer leur exposition à des médias de manière extrêmement fine, à la seconde, à l'acte, effectivement, si je dispose de certains modèles dont on dispose depuis des dizaines d'années, je pense à un modèle qui s'appelle le modèle Logit multinomial par exemple, eh bien on va être capable de pouvoir expliquer les choix ou du moins de les probabiliser et à partir de là construire des systèmes décisionnels qui permettent de maximiser et d'optimiser au sens économique des profits. Donc sans modèle, les données sont relativement muettes et sans données, les modèles sont silencieux. D'accord. Donc ça c'est une certaine direction, je dirais, la valeur de connaissance. Maintenant, je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important, qui est le caractère factuel des données. Le fait que les données, lorsqu'on en dispose un grand nombre, va permettre très rapidement d'obtenir une information précise sur quelque chose de très précis, et c'est ce qu'on appelle le renseignement. Voilà. Aujourd'hui, on a beaucoup de questions qui se posent autour de la NSA, autour de la surveillance et des lois de surveillance de l'Internet. On se dit quel est l'intérêt de pouvoir enregistrer tout ce qui peut se passer ? Tout simplement parce que si on observe un fait à un moment donné, le
policier ou le journaliste vont pouvoir essayer de retrouver les éléments factuels qui sont autour de cette information et donc enrichir et pouvoir agir de manière précise. Mais ce n'est pas tout à fait la même nature et ce n'est pas la même source de valeur. Alors, un des grands intérêts de votre texte, c'est que vous proposez de mettre en ordre un peu tout ça. Vous proposez 4 grands modèles, 4 idéotypes en matière de big data. De l'utilisation des données dans le monde des affaires. Donc, je ne suis pas un technicien, je ne suis pas un informaticien, je ne suis pas un statisticien. J'essaie de comprendre en quoi les données vont permettre d'améliorer les processus d'affaires. Voilà. Et alors, effectivement, il y a on peut identifier 4 grands types d'utilisation. Vous pouvez nous les décrire. Oui. Knowledge, c'est ça le premier. Le premier, le plus fondamental, on parle knowledge, les anglicismes sont attractifs, c'est simplement connaissance, un modèle de connaissance. Donc, si je reste dans le champ que je connais bien, qui est celui du marketing, il y a un mot magique, écoute client. C'est la définition même du marketing depuis les années 50, anticiper les besoins du consommateur. Donc pour les anticiper, on a besoin d'études. Et effectivement, le big data améliore les méthodes que l'on connaissait en matière de connaissance des clients, plus fines, etc. Alors, sur ce modèle-là, qui est souvent mis en avant, qui est le plus développé, si j'en donne un exemple, c'est par exemple ce que fait une des filiales d'SFR qui commercialise les données de SFR. Ils font des choses extrêmement intéressantes, notamment de la cartographie pour les transports. Leur capacité à saisir, à capturer des signaux, c'est-à-dire les signaux émis par nos téléphones, font par exemple qu'ils peuvent identifier facilement les téléphones qui sont dans un TGV et, a fortiori, retracer les routes, compris les passagers, en amont, depuis leur maison, et en aval. Alors là, on voit un bénéfice immédiat, c'est une amélioration considérable des études classiques, départ-destination, qu'on emploie dans les transports pour optimiser les réseaux, mieux ajuster l'offre, etc. Ceci dit, là, on a juste une amélioration, une innovation de type incrémental. On a beaucoup plus de données, beaucoup plus de finesse de données, mais on fait de l'étude tout à fait traditionnelle. D'accord. C'est tout à fait différent du modèle de l'empowerment, qui est votre deuxième idéal type. Ça, là, on change de nature. Oui, là, on change de nature. On se rend compte dans le modèle de l'empowerment, cette capacité à recueillir, à traiter et à diffuser. Le point important ici, c'est à diffuser de l'information très rapidement, permet de nourrir des agents humains, un vendeur, un chef de rayon, sur l'activité qui est dans son périmètre. On retrouve ici, s'insèrent des modèles de pilotage par la performance, des modèles de pilotage par les dashboards, mais au-delà, une capacité à renseigner, je reviens sur ce terme de renseignement, à renseigner très précisément. Et très vite. Et très vite, instantanément, c'est une question de fraction de seconde, ces acteurs de front office, et donc de leur permettre de prendre de meilleures décisions, de mener des négociations de manière plus fine, plus efficace. C'est typiquement ce que disait la Poste, par exemple, avec Factéo. Factéo, oui, pourrait être un cas tout à fait intéressant à observer dans les années suivantes. Pour mémoire, c'est tout facteur, un iPad. L'idée, c'est d'équiper effectivement de terminaux, téléphones ou iPad ou tablettes les facteurs et de leur fournir des ressources informationnelles qui leur permettent de développer des activités qui n'existent pas encore aujourd'hui ou pas tout à fait. Donc, élargir le spectre de l'activité, donc naturellement, on comprend tout l'intérêt pour maintenir le réseau postal. Le cas le plus significatif aujourd'hui, c'est sans doute l'initiative qui a été entreprise depuis à peu près 2-3 ans par Burberry, qui de la même manière équipe ses vendeurs de tablettes
et en association avec Salesforce.com, qui est un des grands acteurs du CRM, fournit les vendeurs en information, à la fois sur les comportements passés des clients en face desquels se trouvent ces vendeurs, mais aussi d'autres informations qui peuvent être des fils Twitter, des mentions, et donc tout un ensemble d'informations que l'acteur va traiter humainement pour pouvoir améliorer ces choses. Alors ce modèle-là, qui est extrêmement intéressant, pose un problème central, c'est un problème de sense-making. Si les agents sont incapables d'interpréter et de donner du sens à des données qui leur sont distribuées de manière plus ou moins élaborée, le modèle ne fonctionnera pas. Ça veut dire qu'ici, effectivement, pour ça que je l'appelle un modèle d'empowerment à double titre. D'une part, parce qu'il y a une matière première qui doit être distribuée, qui sont ces renseignements. Je préfère parler de renseignements que d'informations dans ce cas-là, mais en même temps, il va falloir former, éduquer ces populations à l'exploitation de ce renseignement. Si on reprend de manière métaphorique les questions de services secrets et de lutte contre le terrorisme, on se rend compte, aussi bien dans l'affaire récente de Charlie que dans les affaires passées du 11 septembre, qu'à chaque fois, le grand défaut n'était pas dans la captation de l'information, mais dans son traitement par l'organisation et par les agents humains. Alors là, on est sur des modèles plutôt incrémentaux, c'est-à-dire la manière dont ça change. Il y a des modèles qui sont plus révolutionnaires en termes de changement, c'est l'automatisation et les données comme service, vos deux derniers idéotypes. L'empowerment suppose déjà une transformation assez importante des organisations, parce que effectivement, il y a cette condition de sense-making, mais il y a un corollaire qui est de donner une grande autonomie. On n'imagine pas ce modèle-là dans une bureaucratie classique. Bien sûr. Donc effectivement, il y a quand même quelque chose de transformationnel. Révolution, le terme est à proscrire. Il n'y a aucune révolution dans le domaine technologique. On est dans la transformation. Voilà, on est dans la transformation. Les choses restent les mêmes, elles ont simplement des formes différentes. Sur le troisième modèle que vous évoquez, celui de l'automatisation, il est, disons, un peu moins transformé que le modèle de l'empowerment. L'automatisation, c'est simplement un déplacement d'un mouvement qui a commencé il y a bien longtemps dans l'industrie, donc dans le secteur de la production, et qui est en train de se déplacer vers l'aval dans le monde de la distribution des services, des produits, etc. Et qui correspond à une obsession des entreprises dans des périodes de faible croissance. Les revenus sont incertains. Il est donc plus avantageux de s'intéresser aux coûts et de réduire ces coûts, et on espère réduire un certain nombre de ces coûts, et notamment en automatisant les relations de service. Alors effectivement, dans ce cas-là, le big data apporte des ressources intéressantes. Il y a un secteur, moi, qui me semble assez significatif dans le domaine, c'est par exemple le secteur de la publicité et de la vente et de l'achat de publicité. Depuis à peu près 3 ou 4 ans, on a des plateformes un peu particulières qu'on appelle RTB, Real Time Bidding, donc des plateformes d'enchères, où l'achat et la vente naturellement d'espaces médias ne se font plus par des agents humains, comme on le connaissait dans le monde du media planning, mais par des sortes de robots, par des plateformes qui peuvent prendre des décisions extrêmement rapides, c'est-à-dire la vitesse est de l'ordre du dixième et moins de seconde. Décision de dire j'achète ou pas cet emplacement à ce prix-là. Et effectivement, les technologies du big data alimentent largement le développement de ce type de plateforme. D'accord. Et donc les données comme des services. C'est le dernier point. Alors ça, c'est, je dirais, l'enjeu aujourd'hui principal. C'est peut-être là où il y a encore le moins de réalisation. C'est l'idée qu'à partir des données, on va pouvoir développer des services totalement nouveaux.
Alors, ce qui sera le plus parlant pour tout le monde, c'est sans doute ce qui est en train de se développer au travers de ce qu'on appelle l'Internet des objets, au travers des objets connectés, dont l'intérêt n'est pas dans l'objet lui-même. La montre Apple Watch est un peu l'exception, puisque c'est effectivement un objet à part entière qui a une valeur intrinsèque, essentiellement ostentatoire. On espère qu'elle aura une valeur de service, mais au travers d'objets beaucoup plus simples, qui sont les bracelets qu'on met au poignet lorsqu'on court. Vous évoquez le coaching dans votre texte. Mais oui, bien sûr. L'idée ici, ce n'est pas l'objet qui compte, c'est le service associé à l'objet qui va permettre effectivement d'aider les gens à réguler leur forme en envoyant l'information, en leur transmettant un certain nombre de prescriptions, en émettant des notifications et en faisant que les individus aient un certain nombre de gains de productivité dans leurs propres activités. Très bien. Donc, vous évoquez aussi le cas Netflix. On en avait parlé tout à l'heure du cas Netflix. Oui, alors Netflix, ça, c'est typiquement la donnée comme service. Totalement. Le modèle Netflix est basé essentiellement sur, pas uniquement, mais en grande partie sur la capacité à prescrire des films. On sait depuis Dan Ariely, par exemple, qui est un psychologue, que le choix, trop de choix, a tendance à tuer le choix. Lorsqu'on est dans des modèles de type longue traîne à la Amazon, l'enjeu est de pouvoir, en dépit des millions de références proposées, amener les consommateurs directement sur un choix relativement restreint où la probabilité d'acheter, pour être très simple, est très très haute. Pour ça, il va falloir être capable, instantanément, en fonction du comportement à l'instant de l'individu, de pouvoir faire des suggestions. Et ces suggestions, elles sont construites à partir de quoi? À partir d'algorithmes. Donc on retrouve cette notion de modèle que j'évoquais au début de l'interview. Donc des algorithmes qu'on qualifie de filtrage collaboratif et qui permettent de prédire quelles seraient les préférences d'un individu face à un certain nombre de choix. Et naturellement, ces algorithmes sont nourris par l'énorme quantité de données portant sur les préférences des consommateurs et notamment sur les notes qu'ils ont l'habitude de donner aux films, que la collectivité donne aux différents films et qui va permettre de prédire quelle est la note qu'un individu donnera à un film qu'il n'aura pas encore vu et donc pouvoir lui proposer. Effectivement, là on rentre dans un monde assez particulier où les technologies nous prescrivent nos comportements. Big Data, No Best Way, donc un article à retrouver en ligne, en open access, dans le Libellio. Oui, peut-être juste une petite remarque sur le No Best Way. On a évoqué les modèles, on les a un peu hiérarchisés en fonction d'un degré de transformation. Dans l'intitulé, il y avait naturellement un clin d'œil à la vieille école de la contingence. C'est dire il n'y a pas un modèle qui marche mieux que l'autre. Il y a un modèle qui marche plus ou moins bien selon les circonstances, et que lorsque les entreprises réfléchissent à leur projet de big data, elles doivent d'abord s'intéresser à leur but, aux stratégies qu'elles poursuivent, et aux gains qu'elles espèrent, et aux organisations. On ne peut pas séparer la question technique de la question de l'organisation. Christophe Benavent, donc Big Data, No Best Way. Merci de votre venue. Merci.